à tous, Julien Carvelli, je suis médecin réanimateur à Marseille et on va parler aujourd'hui des traumatismes sévères à travers un cas clinique concernant la prise en charge des traumatismes thoraciques et abdominaux. Vous avez mon adresse mail si vous avez des questions. Concernant les objectifs pédagogiques, je pense que vous les connaissez par cœur et ils sont très simples. Tout d'abord, ce qu'on vous demande, c'est de savoir identifier un traumatisé sévère. Un traumatisé sévère s'identifie a priori. D'accord? C'est un traumatisme qui va potentiellement mettre en jeu le pronostic vital. Donc ça se fait en général en préhospitalier et ça permet d'orienter le patient au bon endroit avec une prise en charge efficace. La prise en charge efficace, c'est une prise en charge qui permet de réduire la morbimortalité. Donc avant l'hôpital, c'est soigner rapidement une lésion qui met en jeu le pronostic vital, sécuriser le patient et éviter que les lésions s'aggravent, notamment par l'immobilisation, et le conduire dans la structure adaptée à sa bonne prise en charge. La structure adaptée à sa bonne prise en charge, c'est en général le trauma center. C'est en tout cas un hôpital qui bénéficie du plateau technique qui va permettre d'arrêter un saignement si le patient est en choc hémorragique, donc qui bénéficie de chirurgiens ou de radioembolisateurs. Par exemple, dans le cadre du traumatisme crânien, ça va être un centre qui bénéficie d'un neurochirurgien sur place qui peut opérer le patient en urgence. Pour les traumatismes thoraciques et abdominaux, c'est exactement la même chose qu'on vous demande. Dans le cadre du rang A, on vous demande de connaître les principes généraux de la prise en charge, principalement préhospitalière ou à l'arrivée du malade à l'hôpital, c'est-à-dire savoir identifier le traumatisme sévère, savoir l'examiner rapidement et mettre en place les mesures d'urgence, notamment par exemple arrêter un saignement ou immobiliser le patient. Pour aller un petit peu plus loin et le rang B, ça concerne plutôt la description des lésions qu'on peut retrouver au niveau thoracique et abdominal, les examens qu'on va faire en urgence à visée diagnostique, principalement les radiographies, la FAST-ECO et bien évidemment le body scanner. Et ça vous intéresse tous, on va en parler un petit peu à travers ce cas clinique. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec ce topo et vous pouvez retrouver mes liens d'intérêt sur transparencesanté.gouv. Plan rapide du cours, tout d'abord présentation du cas clinique avec la prise en charge préhospitalière qui doit être rapide, efficace et conduire le patient jusqu'au trauma center. Vous allez voir également comment s'anticipe l'arrivée du patient dans le trauma center et que ça mobilise énormément d'intervenants, ça ne peut pas se faire partout. Et ensuite, on va voir quelle est la prise en charge diagnostique et thérapeutique du traumatisé thoracique et abdominal. Elle est conditionnée par une chose, c'est que ce qui va mettre en jeu le pronostic vital du patient en général, c'est l'hémorragie aiguë et le choc hémorragique. Donc il va falloir aller à l'hémostase le plus rapidement et efficacement possible. Il y a une lésion intrathoracique qui modifie un petit peu la prise en charge, c'est le pneumothorax qui peut être compressif et dans ce cadre-là, il nécessite un drainage d'urgence. On va voir un petit peu comment ça se passe. Cas clinique de la vraie vie, un jeune homme de 17 ans qui tombe en scooter, a priori à plus de 50 km/h selon les témoins sur place, qui a un casque non intégral et qui est retrouvé à 5 mètres du scooter. Donc vous voyez déjà que quand vous avez ces informations-là et que vous êtes le SMURIS qui arrive, vous avez un traumatisme à haute cinétique. Donc déjà vous savez où va partir le patient, d'accord? Quels que soient les résultats de votre examen clinique, vous savez qu'il doit partir dans un centre spécialisé. Ensuite, après votre examen clinique, vous notez les paramètres suivants, une tachycardie à 120 par minute, la tension artérielle est conservée, mais attention et vous l'avez appris, chez le sujet jeune, la tension artérielle est longtemps conservée. Donc lorsqu'elle chute, c'est la catastrophe et l'hémorragie est massive. Donc ce qui doit vous alerter chez le sujet jeune, c'est essentiellement la tachycardie qui peut être le signe inaugural et unique d'un état de choc, et notamment d'un état de choc hémorragique. Vous avez un patient ensuite qui est somnolent et surtout qui est en insuffisance respiratoire aiguë, avec d'emblée une tachypnée à 30 cycles par minute et une désaturation en air ambiant à 90%. Examen clinique rapide, le patient mobilise ses 4 membres, vous notez une sensibilité au niveau du flanc gauche, qui peut vous laisser présager qu'il existe une lésion intra-abdominale. Et vous avez également un emphysème sous-cutané, c'est-à-dire une sensation de crépitement à la palpation du thorax au niveau de l'hémithorax gauche qui, dans ce contexte, est très évocateur d'un pneumothorax gauche sous-jacent. Quels sont les éléments de la prise en charge préhospitalière après cet examen? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Donc vous êtes le médecin SMURIS sur place, vous n'allez pas vous prendre la tête pendant 150 ans. Vous savez que le patient présente un traumatisme sévère. Vous avez des arguments de cinétique et vous avez en plus un patient qui présente des signes de détresse vitale. Un patient qui est en insuffisance respiratoire aiguë, tachycarde, somnolent. Donc ce patient-là, il va aller dans un trauma center. Il faut aller le plus vite possible parce que potentiellement en dessous, vous avez une lésion intrathoracique à régler, vous avez un choc hémorragique dont il va falloir faire l'hémostase rapidement. Le conditionnement, c'est votre infirmier qui va poser 2 voies veineuses périphériques de bon calibre. C'est un patient d'insuffisance respiratoire auquel vous allez donner de l'oxygène. Donc là, par un masque à haute concentration, dans certaines circonstances, mais attention, il s'agit d'une intubation à risque, vous pouvez être amené à intuber le patient. Et ensuite, vous allez éventuellement faire un geste d'hémostase sur une hémorragie massive en préhospitalier, par exemple par un garrot, et vous allez immobiliser le malade pour ne pas aggraver des lésions, et notamment des lésions osseuses sous-jacentes.
Donc matelas coquille pour immobiliser le rachis, collier cervical pour immobiliser le rachis cervical et ceinture pelvienne pour immobiliser le bassin. C'est très important, notamment dans le cas d'un traumatisme abdominal pelvien ou lorsque vous avez un choc hémorragique inexpliqué sous-jacent. La ceinture pelvienne va permettre de contenir un saignement veineux. Ensuite, vous allez donner les médicaments de l'urgence, notamment les médicaments antalgiques, et vous allez réchauffer le malade puisque l'hypothermie est de mauvais pronostic. Surtout, très rapidement, lorsque la prise en charge va rouler, vous allez appeler le centre régulateur, le centre 15, et au médecin régulateur, vous allez lui dire que vous avez besoin d'une place dans un trauma center, en tout cas dans un hôpital où il y a un plateau technique pour prendre en charge un patient traumatisé thoracique et un éventuel choc hémorragique sous-jacent. C'est très important, le médecin régulateur va lui-même, une fois qu'il aura raccroché et pris les principaux éléments cliniques, appeler le réanimateur, et le réanimateur pourra anticiper la venue du malade traumatisé sévère. L'hémostase préhospitalière en urgence, elle est évidente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un traumatisme de membre qui saigne énormément, un saignement par exemple artériel. Dans ce cadre-là, vous allez mettre comme à gauche un garrot à la racine du membre, le garrot tourniquet étant de loin le plus adapté. Vous pouvez avoir également un saignement veineux. Donc, par exemple, l'image du milieu, c'est un traumatisme avec une hélice de bateau. Il y avait un saignement veineux en nappe. On a mis en place des compresses hémostatiques et un pansement compressif dessus, type israélien, qui a permis de contenir le saignement. Les gestes d'hémostase simples également en préhospitalier, c'est comme je vous l'ai dit, la ceinture pelvienne lorsque vous avez une suspicion de traumatisme du bassin, donc pour tout patient en général traumatisé sévère, ou pour un patient qui sera en état de choc d'origine inexpliquée après un traumatisme. Donc le médecin régulateur du centre 15 a pris les informations cliniques, il sait que le SMURI sur place est face à un traumatisé sévère et il va appeler le réanimateur du trauma center en lui donnant les éléments initiaux de prise en charge. Le réanimateur sait qu'il a un patient qui est potentiellement en choc hémorragique, qui présente potentiellement une lésion thoracique avec un drainage thoracique d'urgence à réaliser et il va organiser tout son monde pour prendre en charge le malade de manière la plus efficace possible. Ça va mobiliser toutes les équipes paramédicales, ça va mobiliser l'EFS, ça va mobiliser les manips radio. Donc c'est très important de pouvoir anticiper, ça permet de gagner du temps à l'arrivée du patient. Donc comme vous le voyez sur l'image, on a le brancard avec le plan dur qui est prêt à réceptionner le malade. Dans le champ stérile que vous voyez sur la droite, on a les cathéters qui sont prêts donc, à être posés. Et à gauche, vous voyez l'appareil d'échographie avec le trauma leader ou un autre médecin qui fera la phase écho en urgence. Donc un patient traumatisé sévère qui arrive dans un trauma center en réanimation, c'est ça. C'est un patient qui a énormément de fils, qui est monitoré et qui est immobilisé. Donc vous voyez que c'est impressionnant. Là, le patient est intubé sous ventilation mécanique invasive. Vous noterez d'ailleurs qu'il est équipé d'une sonde nasogastrique. Attention, jamais poser de sonde nasogastrique avant d'avoir eu le scanner du massif facial, puisqu'on peut avoir une brèche qui peut être à l'origine d'une malposition de la sonde nasogastrique. Donc jamais de sonde nasogastrique, jamais de sonde vésicale non plus pour des raisons de traumatismes génitaux chez le patient traumatisé sévère avant d'avoir eu un bilan lésionnel complet. Donc le patient passe du brancard du SMUR jusqu'au brancard de la réanimation et du trauma center. Donc là, le patient est en place, il est immobilisé, il est sur plan dur et tous les acteurs de la prise en charge, toute la trauma team va se mettre en branle. Avec le médecin senior réanimateur qui est le trauma leader, qui va être le chef d'orchestre. L'interne va être à la pose de cathéter. Un autre médecin ou le trauma leader, lorsqu'il a 2 minutes, va réaliser la phase écho. Chaque infirmier sait également ce qu'il doit faire. Les manips radio sont là. Les transporteurs sont également là pour aller chercher des produits sanguins labiles. Toute l'équipe sait ce qu'elle doit faire et les choses vont très très vite. Une fois que le malade est installé et que sa prise en charge débute, il y a un bilan diagnostique qui va se faire de manière très rapide. La phase écho dont on parlera tout à l'heure va être rapidement déployée et vous pouvez également être amené à réaliser des radiographies. Une radiographie du bassin et une radiographie thoracique de face. Donc ces radiographies, leur intérêt il est un petit peu remis en cause. En tout cas au niveau du thorax, et ça sera pareil en échographie, ce qu'on va rechercher de manière très rapide, c'est une lésion qui va mettre en jeu le pronostic vital du patient dans les premières minutes. Et cette lésion, c'est celle que vous voyez sur la gauche. Il s'agit du pneumothorax compressif, donc le pneumothorax post-traumatique. Là, vous voyez une déviation du médiastin du côté droit. Vous voyez également une ligne pleurale avec un poumon un petit peu affaissé sur lui-même. Alors la radiographie est de pas très bonne qualité, mais c'est le cas chez tous les traumatisés sévères, c'est les conditions réelles. Et chez ce patient-là, il va falloir mettre en place un drainage thoracique d'urgence avant d'aller au scanner, soit par une technique Seldinger, soit par une technique chirurgicale. Donc très rapidement ici, je vous illustre une technique de drainage qui est une technique Seldinger, où on va ponctionner grâce à un trocar la plèvre. Donc on la ponctionne sur la ligne axillaire, 4e ou 5e espace intercostal,
toujours au-dessus du mamelon et c'est pour ça qu'il reste dans le champ. Pourquoi? Pour ne pas se prendre à droite le foie ou à gauche la rate. On ponctionne systématiquement au bord supérieur de la côte, puisque vous savez qu'au bord inférieur, on a le pédicule vasculo-nerveux qu'on veut a priori éviter. Une fois qu'on ponctionne dans le cadre d'un pneumothorax, on a un retour d'air. On peut à ce moment-là, et c'est l'image du milieu, introduire dans le trocar le guide. Ensuite, on retire le trocar et sur le guide, on va monter le drain qui permettra chez ce patient de drainer à la fois de l'air et on aura un bullage ainsi que du sang puisqu'il y avait un hémothorax associé. On peut éventuellement avoir recours non pas à cette technique mais à une technique chirurgicale où on va aller donc introduire un drain au doigt à l'intérieur de la plèvre. C'est possible, c'est plus rapide, ça dépend des équipes et des habitudes. Concernant les lésions intrathoraciques que vous allez pouvoir rencontrer, tout d'abord les lésions osseuses. Alors, lésions osseuses, on peut avoir tous les os qui sont atteints, les clavicules, scapula, sternum, éventuellement d'ailleurs qui doivent vous faire rechercher une atteinte myocardique sous-jacente. Mais c'est surtout les fractures de côte qui dominent le bilan lésionnel chez les traumatisés thoraciques. Alors, les fractures de côte, vous savez qu'elles peuvent être étagées et bifocales et entraîner ce qu'on appelle un volet thoracique, c'est-à-dire qu'en fait, la paroi qui est cassée s'affaisse à l'inspiration du patient et peut entraîner à ce titre une insuffisance respiratoire aiguë. Dans ce cadre-là, il va falloir prendre l'avis des chirurgiens thoraciques pour savoir s'il n'y a pas un geste chirurgical à faire. Les fractures de côte, elles sont embêtantes en général non pas immédiatement, mais plutôt secondairement, puisqu'elles font très mal. Et le patient qui a des fractures étagées va avoir tendance à moins tousser, à s'encombrer et à se surinfecter. Donc il peut y avoir une insuffisance respiratoire aiguë à 48-72 heures. Pour ça, il ne faut pas hésiter à prendre l'avis précoce du réanimateur pour que le malade soit pris en charge dans des unités de surveillance continue, que l'analgésie soit adaptée, notamment avec des techniques d'anesthésie locorégionale qui permettent d'éviter probablement l'insuffisance respiratoire aiguë secondaire et qui permettent d'améliorer la prise en charge de ces patients. Concernant les lésions organiques, on a donc les lésions pleuropulmonaires qui sont de loin les plus fréquentes, que je vous liste. Concernant les lésions vasculaires, les lésions de l'isthme aortique sont à rechercher en priorité. Vous savez que l'isthme aortique, c'est une zone de fragilité entre l'aorte thoracique qui est peu mobile à l'intérieur du médiastin et l'aorte descendante qui elle est plutôt mobile. Donc lorsqu'on a des lésions avec des processus, des mécanismes de décélération, cet isthme peut se rompre. Lorsqu'il se rompt de manière importante, il est en général à l'origine du décès du malade en préhospitalier. Lorsque le malade arrive à l'hôpital, en général l'hémorragie est contenue, mais ça nécessite dans tous les cas l'avis et la prise en charge en chirurgie vasculaire en urgence. Concernant les autres lésions, elles sont beaucoup plus rares, lésions trachéales, œsophagiennes, diaphragmatiques, et elles nécessiteront des bilans spécialisés secondaires. Retour à notre bilan diagnostic dans le box de déchocage de la réanimation, la FAST-ECHO. La FAST-ECHO, elle va être faite de manière très très rapide par un médecin ou par le trauma leader lui-même à la recherche d'une image anéchogène qui témoigne de la présence de liquide. En post-traumatique, le liquide c'est du sang. Donc ça témoigne d'une hémorragie à l'intérieur d'une séreuse. Au niveau de la plèvre, à droite et à gauche, on va rechercher un hémothorax qui serait à drainer avant éventuellement d'aller au scanner. Et au niveau abdominal, on va rechercher un épanchement intrapéritonéal. Donc on va le rechercher à quel endroit? On va le rechercher à droite, entre le foie et le rein droit, dans l'espace dit de Morrison. Vous voyez donc sur l'image tout à gauche l'absence de saignement sur l'image. Et puis quand on réaxe un petit peu l'appareil d'échographie, c'est l'image du milieu, on voit une image anéchogène qui témoigne de la présence de sang, donc c'est-à-dire d'un hémopéritoine. On va rechercher également cet hémopéritoine à gauche, entre la rate et le rein gauche dans l'espace dit de Kohler. On peut le retrouver également autour donc, de la rate en périsplénique. Et enfin, on va le rechercher, mais vous n'avez pas de coupe sur cette diapo, dans le cul-de-sac de Douglas sur une image échographique suspubienne. Si la FAST-ECHO vous dit qu'il y a un hémopéritoine, c'est qu'il faut aller vite parce que ça saigne. Chez les patients qui sont stabilisés, avec ou sans mesure de réanimation, on ira au scanner pour faire un bilan exhaustif des lésions hémorragiques. Donc vous le voyez sur la gauche, on a une image de saignement donc, au niveau de la rate avec une petite effusion de produit de contraste qu'on appelle un blush. Et sur l'image de droite, vous voyez une dévascularisation complète du rein gauche. Donc au niveau du rétropéritoine, ça on n'aurait pas pu le voir en échographie. Pourquoi est-ce qu'on va au scanner? C'est parce qu'au scanner, on va pouvoir évaluer l'ensemble des lésions hémorragiques, ce qu'on ne peut pas faire en échographie et au lit du malade. Et ça va permettre d'évaluer la meilleure technique d'hémostase disponible en urgence, qui peut faire appel au radioembolisateurs et ou au chirurgien. Et ensuite, il va s'agir d'une discussion pluridisciplinaire avec toujours un chef d'orchestre, le réanimateur. Concernant l'ensemble des lésions intra-abdominales que vous allez pouvoir rencontrer, vous avez les lésions d'organes présents à l'intérieur du péritoine
Les deux organes les plus représentés sont la rate d'un côté, avec des fractures de rate, des hématomes sous-capsulaires. Vous avez également le foie du côté droit, avec là aussi des lacérations, des fractures hépatiques, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite. Vous avez des lésions intra-abdominales un petit peu plus rares, notamment les lésions du tube digestif. Celles-ci sont plus fréquentes lorsqu'on a des traumatismes pénétrants, par exemple des traumatismes par arme blanche, et qui nécessiteront dans tous les cas, en général, une exploration chirurgicale. Les lésions encore plus rares sont les lésions mésentériques ou du pancréas. Vous avez ensuite des lésions rétropéritonéales qui sont possibles, et le principal organe lésé dans ce cadre-là, c'est le rein, comme vous avez pu voir sur la diapositive précédente. Les messages clés en 1 minute. Donc tout d'abord, savoir identifier un traumatisé sévère. Vous avez compris qu'un traumatisé sévère, c'était un patient qui, a priori, pouvait présenter des lésions qui mettraient en jeu son pronostic vital. Donc c'est un diagnostic a priori avant de bénéficier du bilan lésionnel complet. Ça se fait en préhospitalier pour organiser la bonne prise en charge du malade dans le lieu adapté. Le lieu adapté, c'est dans l'immense majorité des cas un trauma center. Un trauma center où vont se trouver tous les acteurs qui vont bénéficier au patient dans le cadre de sa prise en charge. Les lésions qui mettent en jeu le pronostic vital dans le cadre du traumatisme thoracique abdominal. Au niveau thoracique, une petite aparté sur le pneumothorax compressif qui peut nécessiter un drainage. Et dans l'immense majorité des cas, ce qui va mettre en jeu le pronostic vital, c'est le choc hémorragique, principalement sur des lésions intrapéritonéales, notamment du foie et de la rate, qui vont nécessiter une prise en charge pluridisciplinaire avec un chef d'orchestre qui est le réanimateur et des acteurs essentiels qui vont permettre l'hémostase et la survie du patient, que sont le radioembolisateur et ou le chirurgien. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions.